Well, c'est Périscope, la passerelle culturelle, le convoi naturel qui se révèle. Well, mi bonne nouvelle, c'est un vent de fraîcheur qui souffle sur nos cœurs. La voix des défricheurs, l'expression des acteurs. Well, regardez, well, ça c'est well, Périscope avec Fly nous paraît en noir. Well, ça pouvait virer, well, Périscope avec Fly, la Guyane, ça cabaye. Si t'as les well, fait, Périscope vini well. Si t'as pas well, t'as pouvait virer well. Périscope vend en voile la fraîcheur culturelle présentée par Airwell. C'est un vent de fraîcheur qui souffle sur nos cœurs. L'abondance des couleurs, des nuances en douceur. Well, regardez, well, ça c'est well, Périscope avec Fly nous paraît en noir. Well, zot pouvait virer, well, Périscope avec Fly à la bête à capaille. Wow, Voilà, on me fait signe que nous sommes embarqués, nous sommes sur la route, nous écoutons Radio Pays. Et pour ceux qui peuvent regarder Radio Pays, parce que c'est la radio qu'on regarde également, eh bien regardez-la, comme d'autres ont choisi d'écouter la télé. Parfois on va qu'à ses occupations, on écoute la télé, on écoute les nouvelles, mais je pense que ce qu'il y a de mieux, c'est de prendre le temps de l'écoute, quoi qu'il en soit. Que ce soit à la radio, la télévision, sur les réseaux, prenez le temps de l'écoute, de la comparaison. Et ce soir, il y aura matière à comparaison, matière à écouter, matière à découvrir. La culture dans tous ses états, c'est bien sûr dans Périscope. Et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui, puisque la semaine dernière, je vous le disais, nouvelle année, nouvelle donne, nouvelle nouvelle et de très bonnes nouvelles avec ces nouvelles nouvelles. Vous voyez, donc ce soir, c'est vraiment nouvelle nouvelle, parce que nous avons un recueil de nouvelles consacré au carnaval guyanais, mais plus précisément au Touloulou. Nous avons un autre recueil de nouvelles que Stan Ayagba nous présentera avec plusieurs bords. On va tirer les bords, en fait. Et comme les bords se touchent, alors on sera beaucoup plus près les uns des autres. Et vous verrez qu'il y a de quoi, pendant cette période festive, eh bien, se nourrir pleinement, à la fois des vibrations du carnaval, mais des vibrations de la lecture, parce que le plus important, finalement, c'est de trouver le temps de lire. Voilà. Il y a un temps pour le délire, et Stan ne dira pas le contraire, parce que lui, il sait allier les deux, lire et délire. Et nous le verrons en effeuillant son tout dernier recueil qui s'appelle Nouvelles des bords et Récits d'ailleurs. Ça ne sera pas tout en deuxième partie. Eh bien, je vous offrirai la possibilité de vous inscrire à une masterclass qu'il ne faut louper sous aucun prétexte. Cette masterclass avec des personnes que vous connaissez très bien, qui ont la compétence requise pour vous aider à progresser si vous aimez le chant choral. Vous savez qu'en Guyane, il y a une expérience qui est extraordinaire, qui est menée par un jeune homme qui gagne à être reconnu. Il vient de Suisse, il a posé ses valises en Guyane, il a choisi Mana, il habite Mana. Et ce soir, il est ici à Cayenne pour parler de cet événement. C'est lui l'instigateur et il va nous parler donc d'une formation masterclass sur 3 jours avec des chœurs, des choristes qui seront formés et des solistes également. Et je vous en dirai plus puisqu'il est accompagné de Véronica Nugent, qui est l'une des intervenantes, aux côtés de Régine Napassion et Lincia Pivert. Voilà, donc 4 coachs pour vous et vous ne serez que 40. Vous connaissez Alibaba et les 40 voleurs. Croyez-moi, c'est tout autre chose, une autre paire de manches. Là, ils vont allier le chant avec les 40 valeurs. Les 40 valeurs sûres qu'on va recruter. Croyez-moi. Ça coûte que 170 €, il faut le dire aussi. Préparez aussi la monnaie, parce que ce sont des professionnels et ils vivent de ça. Et souvent, on a tendance à dire, c'est cher, mais c'est cher quoi ? Il faut dire, c'est trop cher pour moi. Mais jamais dire, c'est trop cher. Parce que la formation a un coût. Et 3 jours de formation, ça fait moins de 60 € par jour. Rendez-vous compte. À vous de voir. 40 élus. Il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus. En deuxième partie, nous allons aborder cette question-là. L'émission commence toujours comme ça. Kimuntosa. Nous allons découvrir qui sont les invités autour de la table ce soir. Et si tout fonctionne comme d'habitude, vous allez pouvoir écouter ce petit jingle et ensuite décliner votre identité, me parler de vous pendant 1 minute
sans parler des raisons qui vous emmènent ici. C'est-à-dire en dehors de ce que vous allez nous dire pour votre présence, pour le sujet que nous allons évoquer. Qui êtes-vous? Écoutons ça. Mossa, mossa, oui mossa, hey, mossa. T'es qui toi au juste? Mossa, 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 oui mossa. En souci de parité, je vais donner la parole à Stang Ayangma, puisque on sait très bien que le féminin l'emporte sur le masculin depuis belle lurette, tant pis pour ceux qui ne veulent pas l'admettre. Alors Stan Ayangma, bienvenue, bonsoir. Qui monte ça? Bonsoir Fly. Donc je suis ingénieur en environnement et également géographe en partie universitaire. Et dans ce cadre-là, j'ai pas mal parcouru la Guyane dans le cadre de mon travail et un peu plus largement l'Amérique du Sud. Et l'Otopaka a écrit livre Aksatoka. Alors j'ai déjà publié dans le cadre universitaire, mais dans le cadre de la littérature et de la fiction, c'est mon premier essai. C'est une grande première. Voilà. Quel qui monte ça? Kel, auteure multipotentielle, instigatrice du projet Omeg by Kel, créatrice du planeur L'Intentionnel by Kel, également l'instigatrice de l'exposition photographique Pour que la femme demeure, et puis parfois auteur. Est-ce qu'on peut dire que Kel, c'est un nom d'artiste, c'est un nom... Oui, c'est un acronyme qui émane de mes initiales, et donc voilà, Kel. Donc, moi j'ai lu que la racine Kel en hébreu signifie force. Donc que la force soit avec Kel. Ah bah écoutez, voilà. Et que le gène Kel est situé sur le 7e chromosome. Voilà, on apprend des choses quand on essaie de découvrir et de chercher un peu plus loin. Donc il paraît que c'est une glycoprotéine qui fait partie du complexe membranaire des globules rouges. Voilà. De la simplicité identitaire a jailli, Voilà. toute cette multitude de forces. Quelles que soient les raisons que nous allons trouver pour justifier le fait qu'elle s'appelle Kel, eh bien, la situation est telle qu'elle et on ne la changera pas. Bonsoir et bienvenue Audrey Virasamy. Heureux d'accueillir Audrey sur ce plateau. Ça va bien Audrey? Ça va très bien. Alors, qui monte ça? Bonsoir, une Guyanaise d'adoption. Voilà, ça fait 18 ans que je vis en Guyane. Je suis maman d'un petit garçon de bientôt 13 ans et j'aime écrire. J'aime écrire, j'en ai fait mon métier, je suis journaliste et autrice de plus en plus. De plus en plus. Nous évoquerons tout cela également parce qu'il faut dire qu'il y a eu une première expérience d'écriture, mais en direction des plus jeunes. Exactement. C'est l'histoire, je ne sais pas si c'est les flamboyants qui voulaient devenir autre chose, c'est autre chose qui... Le livre s'appelait Le fil à eau qui voulait devenir flamboyant. Ah ben voilà. Et on a tous en nous cette flamboyance. Mais bien sûr, et je crois que la période de Noël est une période propice pour se transformer avec toute la flamboyance qu'on peut imaginer, qu'on soit fil à eau ou autre chose, qu'on file un bon coton ou un mauvais coton. Toujours le moyen de retomber sur ses pattes. Je suis heureux d'accueillir une lama qui n'est pas d'Alaï. Parce qu'en Guyane, il y a les lamas qui ne sont pas d'Alaï. Et donc, Catherine Lama, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Fly. Ça va bien? Ouais. En vous regardant, je suis en train de me dire quel personnage il pourrait faire dans une nouvelle ou un roman. Hein. Finalement, avec sa barbe bleue, ses lunettes assorties, sa petite crête, le collier. Enfin, tout est là, la verve et tout. Bon, je suis guyanaise. Journaliste de profession, après avoir été aussi fonctionnaire territorial. Et puis, j'écris depuis longtemps. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire. Pour l'instant, on s'en contentera, parce que quand elle dit qu'elle écrit depuis longtemps, de peur que la vie ne lui échappe, c'est un roman de Catherine Lama, un roman paru aux éditions Orphy, et c'est un roman où, justement, il est déjà question des bals parés masqués, de rencontres diurnes et nocturnes, d'une intrigue au long cours. Et justement, j'ai envie de dire à Catherine Lama, lorsqu'on a déjà fait du long, comment on revient au court? Parce que finalement, l'exercice qui consistait à réunir, je crois que vous étiez 9, voilà, 9. Vous êtes 3 sur 9 à venir nous parler de cet ouvrage donc collectif, qui a été piloté par Chiseka Lobelt avec le concours de la collectivité territoriale, où on nous parle de la vie du Toulouse. Est-ce que je peux avoir l'exemplaire? Parce que moi, j'ai un exemplaire dématérialisé, comme ça on pourra le voir. Vie secrète du Touloulou, nouvelle, avec Kel, Néné, Guilénia, Brigitte Cayusa, Catherine Lama, Audrey Virasamy, Christelle Desroches, Dominique Alfried et Rémi Perru Duménil. 2 hommes et 7 femmes, c'est bien ça. Donc,
comment ça s'est passé pour... Comment ça s'est passé? Je crois que lorsque l'on écrit, quels que soient les... même si on est persuadé qu'on sait écrire, on n'a jamais fini d'apprendre. Donc moi, j'ai participé à cette aventure tout simplement parce que j'ai voulu être de cet atelier d'écriture qui était dirigé par Jean-Paul Delfino pour en apprendre davantage. Et la nouvelle et puis l'objectif, c'était pas forcément ce que moi j'aurais traité ou que j'aurais voulu traiter, c'était le carnaval. Je m'y suis pliée. Alors, il y avait une contrainte. Parfois, la contrainte, ça nous donne un petit coup de booster parce que il y a un délai, le temps est contraint, le thème est imposé. Comment ça s'est passé? Parce que je sais que vous avez participé, Catherine Lama, à une autre expérience sur l'île de Marajo, oui, par exemple. oui. Là, vous êtes parti, il y avait le dépaysement total. Est-ce que vous avez fait une immersion dans ce dancing? Est-ce que vous avez enfermé quelques jours dans ce dancing? À Marajo, non, pas pour Marajo, mais pour celui-ci. Pour celui-ci, Oui. Non, très prosaïquement, on était devant des tables avec des feuilles et de quoi écrire. Et ensuite, on avait l'intervenant en face de nous qui nous prodiguait ses conseils qu'on devait suivre à la lettre pendant 3 jours. Et les 2 premières journées ont été assez techniques. Et puis, la 3e journée, il fallait produire. D'accord. Donc, Voilà. il me semble que Kell a dérogé à cette organisation, puisque le texte de Kell est arrivé par la suite, a été sélectionné, et c'est un texte qui évoque le souvenir de Kell et de son carnaval à Saint-Laurentais, c'est bien ça? Oui, il a émané d'une commande où il fallait absolument narrer un souvenir d'enfance lié au carnaval. Et donc, je me suis dit que comme je venais de Saint-Laurent-du-Maroni et que je trouvais que ce carnaval était assez particulier, qu'il aurait été intéressant justement de mettre en lumière tout ce qu'il y a de spécifique, autant dans l'attitude, l'implication, mais aussi dans ce qu'il donne à voir, ce carnaval assez particulier qui est au sortir du dancing et qui en fait se déroule dans les rues. Catherine Lama, en lisant votre nouvelle, je me suis rendu compte que finalement, les hommes sont très bavards quand ils vont dans les dancings. Et on dit en général que c'est l'apanage des femmes, mais finalement, non, les hommes parlent beaucoup. Oui, les hommes parlent. Enfin, moi, je ne veux pas dévoiler des grands secrets. Oui. Hein, chacun a ses expériences, chacune. Mais effectivement, le carnaval est propice à tout, hein, à danser, à parler, enfin, Voire à chanter. à chanter, et puis peut-être autre chose. Alors, vous avez choisi de nous plonger dans un nana de l'époque, puisque... Les années 80, début des années 80. Il était encore là, il fallait encore enjamber, il y avait encore cette odeur, cette odeur, le canal qui... Massy grondé, tout ça. Exactement, aussi bien devant que dans l'arrière-cour. D'accord. Enfin bon, voilà, c'était quand Et même... dans les années 80, il y avait encore les coussins sur les fesses des Touloulous, parce que dans la nouvelle de Catherine Lama, Oui. j'ai noté que justement, les femmes s'affublaient encore de coussins. Oui, il y avait des coussins, il y avait des tenues qui n'étaient pas les robes moulantes, collantes, brillantes, etc. C'était souvent des gaules simples. Et puis, oui, on déformait au contraire la silhouette. Il fallait vraiment ne pas être reconnu. Alors, l'héroïne s'appelle Odette, ça fera un petit clin d'œil à Kell, qui vient de Saint-Laurent-du-Maroni et qui connaît très bien Jules Thomas, qui chante Odette, tôt plein qu'Edette, et tous les jours, au café la fête. Donc, Odette travaille dans une entreprise, on évoque quelque peu son passé, dans une administration, effectivement. On évoque quelque peu son passé, mais je vois qu'il y a un ressort qui est un peu dans la veine de ce qui a été utilisé de peur que la vie ne lui échappe. Parce que en toile de fond, il y a des sportifs, enfin, ils font du vélo dans ce roman. Et là, elle marche. Elle a un tapis et elle a vu sur la nature, elle marche et ça marche. Oui, ça marche. Ça fait en tout cas fonctionner sa mémoire. Elle se souvient. Donc voilà, c'est rythmé par son heure, on va dire, de marche. Donc, et c'est le produit de ces comment dirais-je, souvenirs qui font la nouvelle. Alors, tout refait surface. C'est un exercice très délicat parce que quand on parle de lecture, on parle de livres, l'idée c'est de vous donner envie d'aller lire. Mais si on vous dit ce qu'il y a à lire, c'est pas la peine. Vous faites l'économie d'une lecture et vous privez d'un moment d'extase parce que lire, c'est aussi des moments extraordinaires. Ça peut être ça. Voilà, ça peut être ça aussi. Donc, sans déflorer l'histoire,
Odette a une petite idée derrière la tête, mais Odette revient au pays. C'est un peu comme une immersion Exactement. après avoir quitté le pays, un Odette retour est- aux sources. Odette est jeune, très jeune, encore naïve. Et voilà, la vie s'ouvre à elle et elle fait des expériences, on va dire. Alors, moi, je suis resté un peu sur ma faim parce que j'avais l'impression qu'à la fin de la nouvelle de Catherine Lama, c'était la fin du prologue. Je me suis dit, le roman va commencer. Vraiment. Ah bon. Quand ça s'arrête là, je me dis, ça y est, elle tient de quoi nous tenir en haleine et nous raconter un roman. Est-ce que vous avez eu aussi cette impression-là? Pas forcément. J'avais surtout la pression de Jean-Paul Delfino qui disait c'est 2 pages et pas plus. Ben, tout le monde n'a pas respecté ça. Hein. Exactement. Tout le Mais monde moi, n'a je pas suis une respecté. bonne, mais moi, je suis Voilà. une bonne élève. Oui. Et j'ai respecté cela. D'abord parce que, sincèrement, en l'espace de je sais pas, même pas une journée, hein, dans l'après-midi, on n'a pas le temps non plus de s'étendre. Et puis, au final, oui, il y a des nouvelles qui sont très courtes, d'autres qui sont plus longues. Voilà. Ce format-là, il permet beaucoup de liberté. Mais il faut quand même savoir maintenir en haleine. Il faut un point de départ, il faut une chute. Et oui, et donc il faut rappeler que ça s'appelle Un petit oiseau des îles en temps de carnaval. Mhm. Vraiment, je ne peux pas en dire plus. Mais si vous voulez déjà vous faire une idée, je vous rappelle que les auteurs, les autrices seront demain soir, c'est déjà demain soir, à 19h au Roud à Cayenne. Et qu'à l'issue de cet échange avec les auteurs, les autrices, vous pourrez découvrir la collection 2026 des robes de Touloulou de Marly la Pompadour. Donc vous savez que Marilyn Sesto-Brachet excelle dans la matière et elle nous présentera donc un magnifique défilé à cette occasion. Donc Catherine Lama, j'en ai pas terminé parce qu'on va quand même garder un petit bout pour la fin. Mais tout de suite, ce que je vous propose, c'est d'essayer de comprendre un peu dans quelle atmosphère se retrouve Odette. Odette arrive, sans rien trahir, elle arrive dans la salle, donc on sait qu'elle est chez Nana. Et elle arrive chez Nana, et finalement, elle observe, et finalement, elle va danser. Et elle va tomber sur ce genre de cavalier. Écoutez. Mais c'est mouché à capaler, c'est bouche pas qu'un dimanche, j'y content pas labré. Mais c'est mouché à capaler, qu'un devise qu'à bonimenté. Il grand baratineur, pareil badiné, content baragouiné, il cafouillé, qui bafouillé. Il dit à fond de capapoté, mais foutig un wong qui content jacassé. L'oyer commence à divaguer, il cassou les plis qui t'affille. Est-ce qu'on va les rondes radio, nos capalés passer rara. Faites tout bouche, posez mousseau, et puis baille tour la parole. Ouh, anniversaire de bouche de là, hein? Calabois, pour favor. Voilà, donner la parole au Rhin. Il me semble que c'est le principe même de cette période. Rien qu'à casser, rien qu'à traumatiser. Alors, nous allons passer à une autre nouvelle. C'est une nouvelle qui s'appelle De fil en aiguille. C'est de Audrey Virasamy. Alors, l'héroïne, c'est Ali. Tout se déroule autour de Ali. Et en découvrant la vie d'Ali, on se rend compte que on découvre un Cayenne particulier, on découvre le quartier de la rénovation urbaine, on découvre des faits de société, on découvre également que la vie n'est pas simple pour tout le monde et que pendant que le carnaval bat son plein, eh bien d'autres se démènent pour essayer de vivre une existence parfois difficile, avec l'absence du père, parce qu'on peut être présent et absent à la fois, que des drames traversent les vies. Je vais dire ça comme ça. Alors, comment avez-vous construit le fil narratif de cette histoire ? Là, c'est un bon résumé que vous avez fait. Moi, je n'ai pas eu exactement les mêmes consignes que Catherine, puisque je n'ai pas participé à l'atelier d'écriture. Moi, la consigne, ça a été raconter une histoire qui se passe pendant le carnaval. Et je crois qu'on avait entre 6 et 12 pages. Donc, c'est pour ça que ma nouvelle est un peu longue. Elle est plus longue que les autres. J'avais envie de raconter une histoire de femme. Il s'avère que ça se passe pendant le carnaval. Donc, on suit Ali. Et grâce au flashback, donc Ali, elle est au dancing. On comprend, je pense que les gens qui connaissent vont assez facilement reconnaître Nana. Parce qu'elle arrive, on la voit arriver dans la rue, passer les baraques, rentrer dans le dancing, suivre la voix qui s'enroule autour d'elle.
et arriver dans le dancing. Et de temps à autre, on a un petit flashback et on revient dans le passé d'Ali, sur son enfance, son adolescence et ses aventures et mes aventures, notamment à la rénovation urbaine. Et je pense que le lecteur va assez facilement reconnaître Cayenne. Je sais qu'aujourd'hui, quelqu'un me parlait d'un passage qu'il a apprécié au Palmiste, où on voit le personnage arriver au Palmiste, aller manger un madras, boire un milkshake. Voilà ce qu'on peut vivre aussi. Et j'avais envie de raconter cette histoire-là. Alors moi je pense également que c'est une histoire qui a été nourrie par les différentes rencontres que vous avez pu avoir dans votre vie de journaliste, parce que vous avez l'avantage de recueillir les propos et de les écrire. Souvent on vient juste Tendre le micro. voilà, tendre un micro, une caméra. Mais vous, dans votre cas, l'exercice, déjà parce que vous avez travaillé dans la presse écrite, et puis aujourd'hui vous travaillez au service des réseaux sociaux, Internet, sur la Guyane rédaction, la première, ouais. à la rédaction. Donc on sent qu'il y a du vécu derrière tout ça. On sent que, quelque part, votre récit est nourri par cette réalité. Vous avez su gratter pour nous faire vivre des choses qu'on ne soupçonne pas, qu'on n'imagine pas quand on est en période de carnaval. En fait, grâce à ce métier, j'ai rencontré énormément de personnes. Et je crois que les gens se confient assez facilement à moi. Et parfois, j'ai des histoires qui m'arrivent et forcément, on se dit, mais est-ce que ça, je peux le raconter dans le cadre d'un article, mais pas forcément. Et tout ça, ça nous nourrit un peu. Je pense que toutes les personnes autour de la table pourraient le dire aussi. Quand on écrit, on mélange un peu toutes les histoires qu'on a entendues, qu'on a vues, qu'on a vécues. Et voilà, et j'avais aussi envie de rendre hommage aux couturières dans cette histoire. Et c'est la raison pour laquelle mon histoire s'appelle De fil en aiguille, parce qu'on va aussi parler beaucoup de couture, de tissus, de ces tenues qu'on peut faire pendant le carnaval, et même des tenues qu'on ne fait pas pendant le carnaval. On parle de couture. On y retourne. Il y a un titre qui s'appelle De fil en aiguille, justement. Justement. Oui, c'est vrai. Ça s'appelle comme ça. De fil en aiguille. Et on l'écoute. Un extrait. Les femmes à la machine, contrôler la machine, maîtriser la machine. Tac 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 tac, tac 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 tac, tac 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 tac. Tac 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 tac, tac 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 tac, tac 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 tac. Roulez, roulez, roulez la machine. Piqué, repiqué, sur piqué, Repiquer, sur piquer, piquer. reprise et piqué, sur piqué, À la machine ou à la main. piqué, repiqué, Ça y est, t'es en fête, jupons en liesse. reprise et piqué, sur piqué. Repiquer, piquer. Les Touloulous sous toutes les coutures. C'est vrai que pendant le carnaval, c'est une activité particulière, dans la nuit, alors que tout le monde dort, les couturières s'affairent. Parce Même que avant il y a le carnaval. Il y a beaucoup de commandes. Et dans la nuit, on entend ce bruit de la machine qui fait tac 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 tac. Et c'est vrai que là aussi, il y a une façon, on va dire, très tendre de montrer comment la transmission se fait avec le personnage qui rencontre des personnes bienveillantes, avant que les choses ne se gâtent, bien évidemment, mais on sent ce désir de transmettre un savoir-faire, l'application que met l'héroïne également à travailler les étoffes, à apprendre. Justement, sur ce personnage de la couturière, je me suis beaucoup inspirée d'Alva Pékin. Alpha Pékin, moi je l'ai reconnu. Vous l'avez reconnu. Vraiment, je l'ai reconnu. Oui, forcément, puisque je décris l'atelier, on la voit, et effectivement, moi, ça fait partie de mes belles rencontres de carnaval et de mes belles rencontres en Guyane. C'était un de mes premiers reportages sur le carnaval, cette rencontre avec Dalva Pékin. Et c'était une évidence de la mettre dans cette histoire et de raconter sa passion, sa bienveillance. Et puis ses tenues, parce que ses tenues sont quand même formidables. Elle a cousu, on a vu les Mystérieuses le week-end dernier. Voilà, ce sont les créations de Dalva Pékin et je suis toujours bluffée. Mais il faut dire qu'au-delà des nouvelles, finalement, c'est comment dirais-je, c'est un référentiel en fait pour le carnaval de Guyane. Ces nouvelles qui s'inspirent de la réalité des Touloulous donnent à voir, donnent à comprendre, donnent à La vie secrète du Touloulou. la vie secrète du Touloulou, vraiment. Je vais terminer avec un bémol, parce qu'en musique, il y a des bémols. À l'époque où ça se déroule, il n'y a pas encore de détecteur de métaux. Il n'y a pas de détecteur de Vous métaux. avez spoilé ma Non, nouvelle. je n'ai rien spoilé. Je demande juste, est-ce qu'à l'époque, Je pense qu'à cette époque, il n'y a pas encore de détecteur de métaux. je suis rassuré. Donc s'il n'y a pas de détecteur de métaux, je suis rassuré. Je n'en dirai pas plus, allez comprendre, allez chercher. Je vous pense comprenez qu'il faut lire pourquoi la je nouvelle. fais attention à ça. Mais j'ai une réponse qui me satisfait pleinement. Voilà. Mais j'avoue que j'ai dû relire
je suis arrivé au bout et j'ai relu la fin en disant Est-ce que est-ce c'est bien ça ce que j'ai lu? Mais parce que j'ai deux choses à vous dire, vraiment, Audrey Irassami. Félicitations pour cette façon que vous avez de nous laisser en suspens, c'est-à-dire qu'on est dans le dancing et on voit pas à quel moment on repart dans la vie de l'héroïne. Et à chaque fois, vous trouvez cette petite formule qui va, un peu comme Spike Lee quand il nous présente un film, une transition qui arrive, on la voit pas venir. Vraiment, hein, c'est de la haute couture. Ah, Ah oui, moi, ça me fait des poils parce que j'ai beaucoup apprécié cette manière de nous extirper du dancing, revenir dans la vie, sortir de la vie. À quel moment on est revenu au dancing? Vraiment, ça a été le travail de transition extraordinaire. Et rien que pour ça, même si vous dites que c'est un peu plus long, mais croyez-moi, on reste accroché, on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Où est le dénouement? Comment? Et on voit pas venir la chute. je Voilà, crois que même moi, j'avais pas vu venir. Voilà. Parce qu'en écrivant, la fin s'est transformée. Je crois que les personnages, ils vivent un peu leur vie. Et au fur et à mesure, on se dit, ah bah tiens, ce serait mieux comme ça. Et c'est quand même ce qui m'a quelque part interpellé, c'est que ce sont des thématiques d'actualité. Toutes ces thématiques sont d'actualité. Donc ça fait d'autres raisons pour vous d'aller découvrir la nouvelle de Audrey Virasamy qui s'appelle De fil en aiguille et que vous retrouvez donc dans La vie secrète du Touloulou. Quelle troisième étape donc de ce recueil de nouvelles. Ça se passe à Saint-Laurent-du-Maroni. Oui. Et à Saint-Laurent-du-Maroni, quand on a moins de 15 ans, qu'est-ce qu'on fait à traîner dans les clubs du troisième âge? Parce qu'en fait, on se réveille à 5 heures du matin pour aller voler le vidéo au pyjama quand sa maman ou son papa sort du dancing. Et donc, on se réveille et on va avec son doudou ou avec son nounours voler le vidé. Et donc, forcément, après le vidé, on va manger le blaf ou la soupe. Et on se retrouve avec les copines de maman ou les amis de papa. Et donc, on est dans une ambiance avec bambou piqué en fond sonore. Bon, alors, quand on lit votre récit de ce carnaval saint-laurentais, pour ceux qui ont eu l'occasion de vivre ce carnaval, vraiment, c'est vivace. On entend, c'est-à-dire que vous écrivez les rythmes et on les entend. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que ça vaut vraiment le détour, parce qu'il y a un carnaval de l'Ouest et un autre carnaval. Comme il y a des cultures en Guyane, il y a des carnavals. Parce qu'à Saint-Laurent-du-Maroni, on entend... Bon, je vous donne un extrait de ce qu'on peut entendre avec les difficiles. Par exemple, il y a des personnages incontournables, comme l'ex-maire qui, à l'époque, continuait à jouer dans les difficiles. Monsieur Léon Bertrand, oui, avec, j'ai parlé tout à l'heure de Jules Thomas, des groupes comme Joseph, Aquarelle. André Joseph Oui. également, oui, Jules Thomas, et d'autres musiciens talentueux qui animaient ce vidé justement à 5 heures du matin et à 18 heures. Bon, alors, je vous propose d'écouter cet extrait-là et on y revient tout de suite. Écoutez ça. Elle est difficile de Saint-Laurent-du-Maroni, c'est incomparable cette musique de là, on y était tout à fait, Oui. parce qu'on entend ce jeu de guitare avec ses rythmes, et puis on entend qu'en fait, il y a une espèce de communication entre le lead et la guitare électrique en fond sonore, et c'est vraiment toute cette rythmique qui fait que le vidé est animé, et que autant les participants du vidé, mais les musiciens, en fait, nous sommes dans une euphorie, une allégresse générale, et dans cette ambiance festive qui est très, pour moi, vraiment très spécifique du vidé de Saint-Laurent-du-Maroni et du carnaval de Saint-Laurent-du-Maroni. Alors, il y a également la proximité du fleuve et l'apport des rythmes du Suriname. Effectivement, parce qu'il me semble que cette chanson, comme celle que je décris dans Exactement. mon œuvre, alors que je n'ai pas pu traduire textuellement, parce que en fait, on n'a jamais vraiment compris ce qu'ils disaient. On savait que c'était moment woi woi woi, mais on entendait amikoutou-kleng, mikata-kleng. Et donc, j'ai essayé de vraiment traduire la chose comme moi je le vivais quand j'étais enfant. Et donc, si ça n'est pas une langue qui est reconnaissable, c'est tout à fait normal. Alors, il faut dire également que pour écrire ce récit, vous avez quand même fait un petit travail de recherche, vous êtes allé interroger autour de vous ceux qui avaient une mémoire un peu plus vive.
de ces événements-là, et ça nous fait des truculences. Il y a des choses qu'on retrouve, comme par exemple, j'ai fait une fois le carnaval à Saint-Laurent-du-Maroni, et le fameux bateau-cal, eh bien, moi, j'ai participé à cette aventure avec des chansons qui ponctuent le carnaval de Saint-Laurent-du-Maroni, à nous autres pareil. Très exactement. Bateau-cal, en fait, c'est vraiment un groupe d'anthologie, en fait, et j'ai pu retracer l'histoire en rencontrant les personnes qui étaient à l'origine de sa création, et puis cette chanson qui est la leur, Bateau-cal, on nous allait, Bateau-cal l'arrivée, et oui, il y a eu des interviews, il y a eu des photos, il y a eu des entretiens, parce qu'il a fallu effectivement écrire une fiction, mais j'ai voulu la saupoudrer de réalité pour qu'en fait, on soit tout de même plongé dans ce carnaval que j'ai vraiment vécu. Alors, je vous invite à aller lire la nouvelle de Kell pour comprendre les tenants et aboutissants de son histoire et voir comment elle a été marquée, imprégnée par ce carnaval. J'ai également noté qu'on avait ici cette habitude, par exemple, le soleil levant s'appelle le soleil levant, mais tout le monde l'appelle Chez Nana. Chez Nana. Ah oui. À Saint-Laurent-du-Maroni, ça s'appelle comment? Alors, le Maroni Palace s'appelait chez Beaufort. Voilà. Ça s'appelle chez Beaufort. Chez Beaufort, parce que c'était Monsieur Beaufort qui était derrière le bar. Oui. Effectivement, on a vraiment cette... mais je pense que c'est symptomatique de l'affinité qu'on peut avoir. Avec le tenancier. Voilà, exactement. Mais même avec les carnavaliers entre eux. Et ça prouve vraiment qu'il y a cette ambiance bon enfant. Et puis cette proximité, on n'est pas dans tu es le propriétaire, donc je t'appelle. Non, ça devient chez la personne en question. Et oui, tout le monde a bien connu le Maroni Palace au bord du Maroni. Eh bien, je pose la question aux autres invités. Donc, c'est parce que Kell est hors concours. Au nombre des personnages que l'on retrouve dans le carnaval de Guyane, quel est le personnage emblématique à Saint-Laurent-du-Maroni qui de toute évidence, c'est lequel? Géfarine. Géfarine. Oui, Ah oui, à Géfarine de Saint-Laurent-du-Maroni, Saint-Laurent. Avec les corniches. Oui. Avec les corniches, ce sont c'est ces hommes qui arrivent en escadron. Et puis, il y a ce blanc immaculé qui, tout d'un coup, alors dans ma nouvelle, bizarrement, mais en même temps, c'est tellement vrai, impose et force le respect et le silence. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tout est suspendu le temps qu'ils arrivent et on entend et on voit la farine qui est projetée. Donc ça, il y a vraiment un spectacle à l'intérieur du carnaval qui commence à partir du moment où les foulées des Géfarines entament leur passage dans ce carnaval. Et puis donc ça fait peur, en même temps ça amuse, en même temps ça intrigue. Et vraiment, c'est extrêmement captivant. C'est bien d'avoir pris le temps de nous décrire ce carnaval saint-laurentais parce que parfois on oublie que dans les rues il y a aussi des masques et que les touloulous de la rue sont aussi les touloulous sales, mais il y a aussi cette réalité de touloulou Oui. dans le vidé, le dimanche également, le matin très tôt et l'après-midi quand on attend le coucher du soleil pour finalement se démasquer et retrouver une réalité en attendant vivement le dimanche d'après. C'est exactement ça. Je vous invite vraiment à aller lire ou relire si ce n'est déjà fait, parce que c'est sorti en 2024, hein, cette vie secrète du Touloulou, recueil de nouvelles. Et je vous invite parce que demain, il y a un grand rendez-vous. Je rappelle donc le rendez-vous, c'est à 19h. Ça se passe au Roud. C'est derrière l'université, tout le monde connaît le Roud. À la Zac Hibiscus. Et vous aurez l'occasion de découvrir les auteurs, poser des questions, échanger avec eux. L'occasion peut-être pour vous de relire l'ouvrage et de découvrir le défilé proposé par la Pompadour, c'est-à-dire Marilyn Sesto-Brachet. Reste avec nous parce que maintenant nous allons cuisiner comme il se doit notre ami Stan. Alors Stan, ce que ne nous dit pas Stan, c'est que Stan, c'est le diminutif de Stanislas. N'est-ce pas? Et donc, quand on voit, par exemple, à travers les différents récits et des nouvelles, quand on entend, par exemple, Michel Vitalo, en Guyane, quand on parle de Michel Vitalo, tout le monde ajoute derrière. Bon, Ah ouais, tiens, Michel Vitalo. Gros LOLO. Ah voilà, là, que de pudeur. Est-ce qu'on peut dire des gros mots en radio? Oui, mais bien sûr, mais pourquoi pas, mais ça se dit dans les rues, ça se dit partout. Donc, Michel Vitalo, c'est un personnage qui a vraiment existé. C'était un orpailleur richissime. Et qui se termine par T, c'est qui? Théophile. Non, un prénom qui se termine par T. Un prénom. Manzel. Ah. Mais oui, il y a bien quelqu'un qui... Gros tété, c'est qui? Ah, c'est... Ah, Moi, je connais que celle qui, dont le prénom se finit par A.
Oui, alors c'est qui? C'est pas Miranda? Miranda. Ah oui, il y a Miranda. Ah non, mais Oui. c'était pas gros Ah, tété, c'est Miranda. Michel Non, non. Léoté. Michel Léoté, Ah, c'est voilà. Michel Léoté. Michel Léoté, Ouais. voilà. Donc, tous ces personnages-là, eh bien, il y en a un qui a marqué l'histoire du carnaval, mais ça, c'était plutôt du côté des Antilles, en Martinique plus précisément. Et écoutez ça. Aïe 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 aïe, oi 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 oi. Mettez bon moi. Tout ça moi dit ou pas les coups. Tout ça moi fait ou pas les temps. Stanislas, si salope. Wa du beau. Stanislas, si salope. Alexandre tu m'as pété Kaila. Stanislas, si salope. Écoutez ça qui arrive. Stanislas, si salope. Alexandre tu m'as pété Kaila. C'est un méga tube d'Éric Virgal, ça se passe en Martinique, et à l'époque, vous savez que chaque année, autour du carnaval, les fêtes de société reviennent dans la rue. Il y avait un préfet du nom de Stanislas, et du coup, dès que quelqu'un s'appelle Stanislas, automatiquement derrière, un peu comme Vitalo, on a la ponctuation. Alors Stan, est-ce que vous avez eu l'occasion de souffrir de ça? Pas vraiment, mais par contre, parce que je ne savais pas à quoi ça se reportait, parce que j'étais gamin à l'époque. Oui. Alors évidemment, pour les adultes... Au micro. Oui. Pardon, pour les adultes, ça disait plus de choses. Moi, je ne voyais pas trop le rapport. Sinon, ça faisait un refrain de temps en temps qu'on blaguait, quoi. Voilà. Alors, nouvelle des bords et récit d'ailleurs. Stan Ayangma, tout à l'heure, vous le disiez en préambule, votre métier vous a amené à parcourir l'Amérique du Sud, on va dire. On sent que tout se passe, enfin, une bonne partie de l'histoire, des histoires que vous racontez, se passe en lisière de forêt, en Amazonie, les personnages, on sent la moiteur, on sent également tout ce qui gravite autour de l'orpaillage en général, on sent également la présence de l'administration, des contrôles, etc. Il y a un personnage haut en couleur qui s'appelle Georges de son nom de famille, Desburnes. Georges Desburnes. Alors là, vraiment, ce Georges-là, d'abord, on l'accuse, donc j'ai assisté à son procès. Quand je dis j'ai assisté, j'ai vraiment assisté à son procès parce que vous avez un mode narratif qui vous prend comme ça. Et ça fait longtemps que je n'ai pas ri de bon cœur et à gorge déployée en disant mais qu'est-ce qui se passe? Mais je riais à gorge déployée tellement la situation était cocasse et que vous êtes capable de nous proposer, de nous servir un humour du genre fluide glacial, quoi. C'est un peu ça. Vous êtes un peu de cette école-là. Ouais, tout à fait. À la fois, c'est mobiliser l'humour, mais parfois avec en arrière-plan des situations beaucoup plus conflictuelles, beaucoup plus problématiques, qui renvoient, même parfois, j'ai pu l'employer à propos de Georges, qui est typique d'un paysage colonial, hein, issu lui-même d'un parcours colonial, de l'Indochine, etc. C'est un pauvre air qui se débrouille tant bien que mal dans cette histoire, et à qui il arrive une série d'histoires, mais qui permettent d'illustrer des situations entre différents groupes, entre l'administration, les communautés locales, etc. Et les pratiques également, les pratiques culturelles, culinaires notamment, et puis ceux qui font commerce de leur corps. Quand vous parlez de situation, il y a des comiques de situation où vraiment quand je dis que j'ai ri à gorge déployée, c'est que on s'attend pas à ça, c'est-à-dire que vous êtes capable dans une situation où par exemple dans une autre histoire où Georges il a changé d'endroit parce qu'il est allé habiter dans un autre village après, donc dans une autre nouvelle, parce que ça aurait pu être un roman, parce qu'il y a plusieurs nouvelles, et donc il y arrive et il annonce à sa femme son départ pour un certain temps. Et au moment de son départ, je trahis rien, au moment de son départ, une garnison de militaires débarque. Donc, bien évidemment, il y a des filles de joie, et tout, etc. Et la femme de Georges de dire « J'ai dû leur prêter main forte ». Je ne sais pas si vous voyez un peu le... Mais bon, c'est de l'humour, mais en même temps, c'est un peu pour, comment dirais-je, déverrouiller aussi le rire. D'accord? Il y a une époque, on l'a tous peut-être plus ou moins connu, mais il y a ce qu'on appelle la bien-pensance. La bien-pensance, elle est un peu lourde des fois pour rire à gorge déployée. Donc, et puis celles qui font commerce de leur corps, je suis désolé, on leur doit autant de respect qu'aux autres. Donc on peut en rire et on peut finalement trouver valeureux la position de la femme de Georges qui dit mais j'y vais quand même. Donc voilà, il y a plein de choses au deuxième degré qui font que il faut en rire et non pas juger. Voilà. Écoutez, vraiment, je vous tire mon chapeau parce que vous n'avez pas de limite, ça va jusqu'à la mort.
vous avez une manière de traiter la mort. Dans le tribunal, j'y reviens, hein, je fais volontairement des petits zappings histoire de vous donner envie d'aller lire et picorer par-ci par-là. Dans ce tribunal, on a l'impression que ceux qui viennent assister à ce procès viennent pour les joutes verbales, viennent parce que c'est un spectacle. Et justement, les mots que vous faites sortir de la bouche des différents intervenants dans des situations plutôt cocasses provoquent cette espèce de... comment dirais-je, d'attitude qu'on retrouve parfois quand les gens s'oublient au cinéma et puis ils encouragent les acteurs, quoi. En fait, c'est ça l'idée. Tout à fait. Je crois que finalement, les acteurs, on leur propose parfois une scène, mais ils mettent pas forcément tous la même chose dans le scénario. D'accord ? Certains, c'est pour passer un moment, et au bout d'un moment, quand il est presque midi, que c'est l'heure du punch, ils aimeraient bien qu'on achève, quoi. Que effectivement, le juge condamne ou ne condamne pas, mais il aimerait bien que ça avance un peu plus vite. En fait, il y a le fond et la forme, et surtout, il y a des mises en scène qui sont typiques de pays, de sociétés qui se transforment, et où tout le monde ne met pas la même chose. Vous parlez de mise en scène, moi sincèrement, j'ai vu matière à théâtraliser au moins 3 épisodes, en fait, 3 nouvelles. C'est celle qui se déroule d'ailleurs avec Georges en toile de fond. Georges en rôle principal ou en toile de fond. Mais en tout cas, on se rend bien compte que vous avez pris le temps d'analyser des situations qui peuvent paraître comme ça sous votre plume cocasses, mais qui sont des points de blocage, des difficultés à gérer un territoire qui est traité un peu comme une colonie à bien des égards, où certains profitent de leurs avantages, de leur position, leur domination. On peut dire que l'enfer est pavé de bonnes intentions, parce que la plupart des acteurs, on dira qu'ils sont plutôt bien pensant bien faire. Quand ils appliquent une réglementation sur la chasse, ils pensent plutôt bien faire. Sauf qu'en même temps, ils s'en prennent à une culture qui, elle, était basée en partie sur la chasse. Donc c'est complexe. Souvent, les acteurs pensent être vertueux, mais en réalité, ils engagent des transformations où finalement, au terme, il y a des souffrances. Les cultures qui disparaissent, ce sont des souffrances pour ceux qui disparaissent avec. Alors à un moment, je ne dis pas où ni quand, à un moment, il y a un meurtre, et donc... Enfin, ça peut être plutôt un accident, et donc les forces de l'ordre de rassurer l'auteur et en lui disant ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Je veux dire, surtout quand on sait qu'il est alcoolisé, quand on sait qu'il est chasseur. Moi, j'ai pas de fusil, je bois pas d'alcool, ça peut pas m'arriver ce genre de. Et c'est là où je vous dis que vraiment c'est poilant, quoi. Finalement, on pourrait croire que c'est dans un passé lointain. Oui. Mais c'est surtout, encore une fois, un regard sur les choses. Parfois, il y a des situations où, dans tous les cas, l'humanité des forces de l'ordre est bienvenue. À quoi ça aurait servi d'accabler le pauvre Georges qui avait déjà 4 grammes d'alcool dans le sang. Ouais. Alors, on parle bien évidemment, on a évoqué la cuisine tout à l'heure, mais on parle également d'une cohabitation entre la faune et l'humain. Il y a un moment autour on va dire, d'une veillée mortuaire, où là aussi, je vais vous dire, franchement, ça vaut son pesant de cacahuètes, ce truc-là. Vraiment, comment on parle du mort, en fait, dans nos sociétés. Parce qu'en fait, on raconte la vie et c'est des épisodes qui peuvent provoquer, par susceptibilité interposée, des altercations qu'on n'imagine pas lors d'une veillée, par exemple. Tout à fait. Et puis, parfois, les veillées sont très arrosées. Donc, pour peu qu'au moment où on raconte ce qui est arrivé aux morts, engendre ou réveille des conflits chez les vivants, ça peut partir dans tous les sens. Et ça se produit, je pense qu'on a tous plus ou moins... Et ça continue à se produire, parce qu'il y a encore des veillées aujourd'hui, et des veillées qui sont parfois très animées. Alors, nous avons donc évoqué les nouvelles des bords, hein, on a parlé en bordure de fleuve, etc. C'est vraiment, ça se lit, c'est... je disais une truculence, vous avez de bons mots, également le style littéraire est très intéressant. Vous me disiez que c'était une première expérience dans la fiction, oui, tout à fait. J'ai écrit dans le domaine, dans le domaine universitaire. Oui, mais là l'imagination au pouvoir, vraiment, il y a des choses qui vont vous surprendre. Et les récits d'ailleurs, est-ce qu'on peut rappeler un peu l'ailleurs Il y a peut-être quelques nouvelles qui sont centrées effectivement... dans des pays imaginaires qui sont faciles à identifier pour nous, et puis d'autres un peu plus larges où effectivement ça touche à la fois à des thèmes comme l'intelligence artificielle, l'intelligence un peu de manière indirecte,
ou parfois, comment la vie rebondit. Le cerisier, par exemple. Oui. Comment la vie rebondit. Parfois, vous fermez une porte, mais dans tous les cas, quand il y a un amour qui a besoin de se frayer un chemin, il va se frayer un chemin quand même, etc. Et parfois, vous traversez un tunnel long comme un jour sans pain. Ça, Et en c'était- sortant du tunnel... Tout à fait. Et ça, par contre, ça faisait... À la fois, c'était un peu... C'est pareil, c'est une fiction, mais basée sur des faits réels, où il y a eu un phénomène climatique exceptionnel dans une île d'Atlantique, où nous étions à ce moment-là. Et ça a produit... ce que je dis est à moitié vrai. Voilà, Quand ce le que je cimetière, lis, ouais. Déborde et puis tout part. Voilà, il faut toujours des bases réelles. Hein. On n'invente presque rien, en fait. Stan Ayangma, nouvelle des bords et récit d'ailleurs. Vraiment, vous voulez vous passer un moment agréable. Vraiment, je vous recommande ce recueil de nouvelles. Il est disponible où En on le trouve librairie. partout en et librairie. également sur les grands sites de vente, Amazon, la Bien. FNAC, etc. Alors, je fais un petit tour d'horizon. Catherine Lama, quelle est la prochaine étape pour l'écriture? En fait, je suis un petit peu dispersée, on va Oui. dire. Vous aviez prévu d'écrire pour les jeunes, où ça en est? C'est là. C'est en stand-by. Non, c'est pas en stand-by. De temps en temps, c'est en cours. Oui. Mais j'ai plusieurs choses en cours. Et et voilà, je vais pouvoir d'ici quelques temps m'y mettre vraiment à fond. Les choses en cours, c'est du long? Oui, à chaque fois, c'est du long. D'accord. C'est pas, Donc, ah non, ça sera pas pas... une petite nouvelle Oui. d'atelier d'écriture. Non, ce seront vraiment des choses. Et en fin de compte, je me disais l'autre jour, oui, en me disant, mais quand même, t'es pas trop sérieuse, tu devrais avancer beaucoup plus vite. En me disant que finalement, non, c'est pas le une temps perte. qu'il faut. Ouais, c'est pas une perte de temps Ouais. et que le temps de l'écriture n'est pas le temps professionnel. Je veux dire qu'il y a des moments où on est envahi par le fait, on a envie et ça vient beaucoup plus facilement. Puis il y a des moments où rien ne vient, on est ailleurs, on n'est pas. Donc voilà, je me dis, il faut laisser faire les choses, mais ça va arriver et voilà, ce sera un peu. En tout cas, ça me met en joie. Merci. Audrey Virasamy, ça donne des ailes d'écrire et ça donne envie de continuer. Mais complètement. Et je rebondis sur ce que disait Madame Catherine Lama à mes côtés. Moi, je suis très, très impatiente de voir ce qu'elle va écrire parce que j'avais beaucoup aimé son premier roman et j'ai hâte de lire la suite. Merci. Et pour vous-même? Pour moi, je suis vice-présidente d'un club de lecture. Et en ce moment, même si à la base, on était plutôt parti sur la lecture, là, on s'est lancé dans un petit projet d'écriture et on prépare de belles choses pour la fin de l'année. Et quoi de neuf dans les tuyaux? Alors, il y a le spectacle musical qui a été écrit, donc l'écriture est finie. Là, nous sommes en relecture pour qu'il y ait, on espère, la première représentation le 9 juin. Ensuite, il y a un projet qui est en cours de lecture, mon recueil de nouvelles, mais vraiment du type short stories, donc vraiment des nouvelles qui sont assez longues et qui traitent des thématiques qui sont problématiques dans la société guyanaise. Merci. Donc tout ça pour l'année 2026? Le spectacle musical, oui. Oui. Et le projet d'écriture, on l'espère, je ne peux pas en dire davantage. D'accord, bien, ça prendra, comme disait Catherine Lama, le temps que ça prendra. Les drôles de dames et John Bosley étaient avec nous ce soir pour nous parler de nouvelles. C'était une très bonne nouvelle et j'étais ravi de vous accueillir sur ce plateau de Périscope. Vous revenez quand vous voulez avec de nouvelles ou alors de nouveaux romans ou de nouveaux récits ou juste pour dire bonjour, pour nous saluer ou pour nous faire part d'un événement quelconque. C'est le principe de Périscope, dire que la culture, eh bien, elle est bien vivante et vivace en Guyane. Merci à vous tous. Nous allons faire un turnover, ça s'appelle une chaise musicale et accueillir Hans et Véronica. Ça vous a plu, hein? Je vous ai vu opiner du chef là. Voilà. Merci à vous. Merci, au revoir. Fly. Et donc, Merci. en attendant, bien, on va mettre un petit générique là, histoire de vous installer tranquillement. Et je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin des vôtres et allez tous vous faire aimer. Des gars qui montent qu'à vivre, ça c'est vérité. Et ça c'est ouais la terre. Important la culture, Pas laisser personne météfier, bête dans ta tête. sauvegarder la culture dit-nous pays. Même si un crabe qui chef on se retrouve. Il peut pas stopper de l'eau qu'à monter. Important la culture, Distance qu'a fait mon oué clair. préserver la culture.
Masterclass chœur et soliste. Pour nous en parler, Edmond Hans-Édouard, qui est chef de chœur, professeur de technique vocale et de chant et manager. Ça fait plaisir de revoir ce Fréminois dans ce studio. C'était pendant les vacances, je me souviens. On avait déjà en radio présenté le parcours de Hans. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect et d'admiration par rapport à son parcours. Donc Hans, on va procéder comme tout à l'heure. Hein. Donc pour ceux qui ne savent pas, qui est Hans-Édouard ? Alors, je suis un amoureux de la musique, un amoureux des projets qui relient les gens et qui permet de faire peut-être jaillir quelque chose de nouveau, d'inédit. Et puis, j'aime aussi beaucoup ma famille. J'aime les gens en général et j'aime faire des projets avec les gens. Mais ça se sent parce que quand on lance un projet comme le Gospel Connecté, avec l'ambition de réunir 500 choristes en Guyane, déjà fin prêt pour une aventure qui pourrait se présenter, parce que c'est une expérience que vous avez déjà menée du côté de la Suisse. Oui, alors en Suisse, avec le Covid, on avait été un peu coupé dans notre élan. On avait 250 choristes en Suisse et en France hexagonale. Effectivement, en arrivant en Guyane, je m'étais pas dit que j'allais relancer quelque chose comme ça, mais en voyant tout le potentiel qu'il y avait, et surtout, en rencontrant des personnes hyper motivées, ça m'a relancé dans l'aventure. Et il faut dire que cette possibilité de chanter, d'être ensemble, de s'exprimer, c'est aussi une manière de désinhiber ceux qui pensent que le chant est réservé aux chanteurs. C'est ça. Le chant n'est pas réservé aux chanteurs. On devient chanteur parce qu'un jour, on se met au chant. Exactement. Mais le chant n'est pas une affaire de chanteur, on est bien d'accord ? Exactement. Voilà. Exactement ça. Et je pense qu'on l'explique très bien et les différentes, les différents ateliers qui ont eu lieu à Macourgia, à Saint-Laurent-du-Maroni. Saint-Laurent-du-Maroni, Mana et Cayenne. Avec les différents choristes, ça commence à porter des fruits. Ça commence à porter des fruits. On arrive tout tranquillement à la centaine de choristes. On va se retrousser les manches. Ouais. Et d'ici la fin de l'année, on sera à ces 500 choristes en super. Guyane. Alors, à côté, nous avons Véronica Nugent. Bonsoir, bienvenue Véronica. Bonsoir, merci. Ça va bien ? Très bien, merci. Alors, la dernière fois qu'on s'est croisés, c'était... moi, j'étais derrière une caméra et Véronica à côté d'un piano, en train de tutorer, c'est le cas de le dire, des jeunes qui passent à un concours, La Voix des Outre-mer. C'est ça, oui. Donc, est-ce qu'on peut savoir quel virage s'est opéré dans l'activité de Véronica Nugent depuis qu'on l'a vue pour la dernière fois au violon, au conservatoire, à partir de quel moment l'instrumentiste a décidé de faire de ses cordes vocales une priorité par rapport aux cordes du violon ? Ouf. J'ai justement le concours Voix des Outre-mer. Voilà. On m'a proposé de faire le concours. C'était pas le moment pour moi, donc j'ai décidé de le faire l'année d'après et je me suis lancée dans cette incroyable aventure. Donc c'était la 3e édition où j'ai gagné en Guyane le prix Voix des Outre-mer qui m'a permis d'aller en métropole et où j'ai pas gagné un prix, mais n'empêche que l'expérience était incroyable et en fait, le déclic, il est là. Je me suis dit, mais moi, j'ai envie de faire des masterclass toute ma vie, j'ai envie de chanter toute ma vie, j'ai envie d'être sur scène toute ma vie. Et il y a un moment où je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas ? Pour de vrai. Pourquoi on le ferait pas pour de vrai ? Et en fait, je me suis lancée vraiment dans cette aventure vocale, à passer un diplôme au conservatoire pour justement passer professionnel, et continuer d'apprendre encore et encore et encore. Et ce qui fait là où j'en suis maintenant. Voilà. Alors, Véronica, vous dites que j'ai pas eu un prix, mais non, il y a un prix à payer. Dans tout ce qu'on fait, il y a un prix à payer. Et finalement, c'est peut-être un bon investissement parce que se révéler à soi-même, avoir cette révélation et dire voilà ce que je veux faire, tout le monde aspire à ça. Un beau jour, on a le droit de dire oui, jusqu'ici j'ai fait ça, mais j'ai toute une vie pour changer et m'épanouir et m'accomplir. Et j'ai l'impression que là, en assumant ce désir d'être qui on est, comme on a envie d'être, ça peut être un pas vers l'inconnu, mais ça peut être un pas pour se trouver. À me concernant, oui. Oui. Ah oui, parce que, en fait, j'ai toujours aimé chanter, et là, les choses sont venues à moi. Je me suis dit, allons-y, voilà. Et il y a un moment donné dans la vie, on a 2 solutions. On peut se dire, j'ai un rêve, je le garde pour moi, et puis dans ma tête, c'est formidable, et c'est très très beau, etc. Mais on risque d'avoir des regrets, ou on se lance, et au pire, ça fonctionne pas, mais au moins on aura essayé. Donc voici l'aventure. Comment vous vous êtes rencontrés ?
C'est par le biais d'une charmante personne que je te laisse. Marie-Laure Garnier. Oui. Marie-Laure Garnier, que j'avais contacté et qui m'a mis en contact du coup avec Véronica. Et ce soir, c'était la première fois qu'on se voyait vraiment en live, qu'on se parlait en live. On a bien rigolé par message et au téléphone parce que le feeling est super bien passé. Et on sent qu'on a les mêmes vibes. Alors, vous avez bien travaillé récemment, c'était samedi dernier, me semble-t-il, dans le cadre du festival Moi Créole, avec la compagnie d'Ifekaco qui organise ce festival. Vous avez donné au Cercle des Lumières une masterclass. Exactement. Alors, en fait, c'était dans le cadre tout le temps des répétitions mensuelles, qu'on a au Cercle des Lumières, et on en a profité pour intégrer, en tout cas collaborer avec ce festival que je trouve génial. Et qui va vraiment dans ce que je souhaite faire, c'est de mettre en valeur les cultures de Guyane, notamment à travers le créole. Alors là, c'était pas forcément du créole de Guyane, mais en tout cas, c'était vraiment très très intéressant. Ça a été superbement pris, en tout cas apprécié. Et j'ai vu le sourire sur les visages des personnes qui étaient là, des choristes qui étaient là. Et à la fin, on avait un morceau en entier qu'on pouvait chanter à tue-tête, et c'était vraiment magnifique. Alors, bien évidemment, vous pourrez répondre à tour de rôle. En quoi est-ce intéressant d'avoir dans son bagage la maîtrise de sa voix? La maîtrise, parce qu'on ne s'en rend pas compte. Finalement, notre signature, c'est la voix. Elle est unique. Chacun a une voix unique dans tout le cosmos, tout l'univers. Et on se rend compte qu'on ne prend pas soin de sa voix et qu'on ne prend pas conscience que cette voix-là peut être une clé. Ça peut être, si on la maîtrise, si on sait l'utiliser à bon escient, même quand il s'agit de demander quelque chose à quelqu'un. Oui, alors moi je trouve que la voix c'est magnifique à explorer, en fait, parce que quand on explore sa voix, on découvre tellement de choses sur soi-même, et une manière pour moi c'est d'abord une manière de se connaître, de se découvrir, et de toucher du doigt des émotions, des sentiments qu'on enfouit facilement, et pas forcément que dans la communication à l'autre, mais dans la communication à soi-même d'abord, de se sentir bien avec sa voix. Il y a beaucoup de gens qui disent souvent j'aime pas ma voix, j'aime pas m'entendre, j'aime pas m'enregistrer, etc. Alors qu'en fait c'est ce qui nous habite, et moi mon rêve c'est que les personnes puissent déjà apprécier leur voix, et je pense que ça c'est déjà un grand pas. Véronica, pour compléter ce que disait tout à l'heure Hans, lorsqu'on sent si proche l'émotion, c'est-à-dire que le chant peut provoquer des larmes bien à notre insu, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui peut se déclencher du domaine de l'émotion, mais que la voix donne accès à ça. Totalement. En fait, ne serait-ce que, voyons déjà quand quelqu'un écoute un morceau, il y a toute cette forme émotionnelle qui vient par rapport à cet aspect mélodique. S'il y a un chanteur aussi, par exemple, il y a aussi quelque chose qui se dégage. Mais en fait, ce qui fait qu'on peut justement être dans un état complètement émotionnel dans les larmes, c'est vraiment l'interprétation. Et puisqu'on parlait de technique tout à l'heure, la technique, elle est quand même, elle a son importance, parce que justement, ça va aider le chanteur à pouvoir être assez à l'aise pour se permettre d'interpréter. Et donc, en fait, si le chanteur ou la chanteuse se lâche et vraiment se laisse porter par l'émotion, ça peut créer beaucoup de choses, des rires, des larmes, de la colère, enfin toutes sortes de choses, que peuvent provoquer la musique. Maîtriser sa voix, ça peut être salvateur. En tout cas, c'est moi, je le dis et je l'assume. En tout cas, pour toutes ces raisons-là et pour bien d'autres raisons, parce que peut-être que vous faites déjà partie d'un chœur, vous chantez dans une chorale, soit à l'église, soit à l'école. C'est un apprentissage, et on n'a jamais fini d'apprendre, pas seulement pour le chant, dans la vie, on n'a jamais fini d'apprendre. Et vous nous proposez un rendez-vous structurant, un rendez-vous où, autour de 4 coachs, 40 personnes pourront, durant 3 jours, soit chanter en chœur et en soliste. À qui ça s'adresse exactement? Aux personnes, alors là on a un petit peu mis des jalons, mais en fait ça s'adresse à toutes les personnes qui sont déjà passionnées de chant. En fait, vraiment des personnes qui aiment découvrir la voix, qui ont envie de tester des choses, etc.
Donc ça, pour moi, c'est la base, vraiment. Des personnes qui sont motivées, qui ont envie de découvrir du répertoire, de tester des choses, d'explorer la voix. Et puis, des personnes qui ont déjà eu un peu l'habitude de chanter en chœur. C'est pas forcément besoin d'être un expert ou une experte en la matière, mais justement, le but, c'est de voir comment, avec ces 40 personnes, on va pouvoir créer des nouveaux espaces, travailler le chant, travailler la voix. Et d'ailleurs, on a demandé de recevoir des audios. C'est pas parce que on va dire ah mais toi tu es bon, toi tu es nul, etc. En fait, c'est vraiment parce que ça va nous permettre de savoir à qui on a affaire et de préparer tout ce qu'on a à partager. C'est du sur-mesure en fait. D'accord. Donc, on va rappeler la méthodologie. Pour participer, il faut d'abord envoyer un audio d'1 minute à une adresse mail qu'on peut donner. C'est ça. Donc c'est backstage, donc avec ck .formation@gmail.com. Voilà. Et ensuite, quand on veut être à la fois soliste, il faut envoyer un complément. Exactement. Donc le complément, c'est pour nous permettre de voir aussi quelles sont vos affinités musicales. Peut-être que vous voulez chanter en français, en créole. Enfin voilà. Donc vraiment là, c'est le moment où on va partager. Vous allez nous partager ce qui vous fait du bien, ce qui vous plaît et ce qui vous parle musicalement. Qu'est-ce que vous allez explorer comme style musicaux? Par exemple, tout à l'heure, on avait évoqué l'opportunité de faire du chant lyrique, et c'est par le chant lyrique que la révélation est arrivée. Mais est-ce que, par exemple, on peut imaginer que la révélation puisse arriver par du chant populaire ou par, mais que sais-je encore, d'autres formes d'expression ça peut être des polyphonies, comme des polyphonies corses, par exemple. Qu'est-ce que vous allez, au cours de ces 3 jours, donner comme outil, c'est le contenu de cette boîte à outils que vous allez donner à ceux qui viendront? Alors, Véronica, je pense qu'elle a un talent incontesté dans cette voix lyrique, donc je pense qu'elle va nous apporter des clés à ce niveau-là. En fait, je pense que nous, on va se laisser aussi porter par les choristes. C'est-à-dire qu'en fait, ça va vraiment être un échange. C'est pas, on vient avec notre savoir et on s'impose en tant que sachant. Mais c'est vraiment un retour, c'est un aller-retour. On va proposer des choses et si on voit que ça fonctionne, on va aller appuyer, on va aller chercher ensemble. On en parlait tout à l'heure avec Véronica, il y a un chant que j'ai en tête, que j'ai envie de partager avec les choristes. On peut chanter de 1000 manières différentes. Et du coup, avec ce qu'on va travailler ensemble, on va voir, est-ce qu'on n'y ajoute pas une touche de chant lyrique dedans? Est-ce qu'on n'y ajoute pas, ou est-ce qu'on va mélanger les différents styles, etc. En fait, vraiment, le but, c'est mettre en valeur la voix des choristes et des solistes qui vont venir. Donc, vraiment, et on va essayer de donner des outils pour pouvoir mettre en valeur ce qu'ils sont. Alors, il faut dire que vous serez 4, donc ça veut dire que ça va se passer en mode atelier. Par exemple, Lincia Piver aura un groupe, Gilles Napassion un autre groupe. Est-ce que tout le monde pourra faire le turnover? Comment ça se présente? Alors, on aura, la première soirée, donc vendredi, on aura un moment tous ensemble où on va faire le point sur les morceaux qu'on va travailler ensemble. Et puis, donc, le samedi matin, là, on aura des ateliers. Et justement, là, on va pouvoir changer d'atelier et du coup, vraiment travailler avec précision sur certaines thématiques. Bon, je sais que Régine, elle va travailler sur le vibrato. C'est un des grands sujets autour de la voix, et donc elle s'est spécialisée dedans, donc elle va en parler, et en fait on en a besoin, et ça se travaille de plein de manières différentes, et donc voilà, par exemple les choristes pourront travailler sur cette thématique. Et avec Véronica Nugent, on pourrait travailler sur quoi? Alors moi j'avoue que je suis une forcenée sur le souffle et sur le placement de la voix, donc ça fera sûrement partie des chemins, des choses qu'on va aborder. Après ça dépend aussi des besoins par rapport aux choristes, par rapport à l'ensemble aussi. Et l'idée, c'est de s'adapter par rapport aux besoins, par rapport aux outils nécessaires pour chacun et collectivement. Alors, on a dit que le 23 janvier, c'est la prise de contact, donc ça se passe de 18h à 21h. Ensuite, le 24 janvier, c'est de 9h à 17h30. Donc tout ça au cercle des Lumières. Oui, tout à fait. Comment on fait? On vient avec le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Ouais. Alors petit déjeuner peut-être pas. Le repas de midi, chacun va emmener, on va avoir un moment convivial ensemble, et pour les personnes qui préfèrent sortir, prendre l'air et s'aérer, il y aura pas de problème. Donc c'est assez libre à ce niveau-là. Et puis le soir, s'il y en a qui veulent continuer
à prendre un verre ensemble, etc., ben, il y aura pas de souci, mais ça va être les moments où on sera ensemble, on va travailler fort. Oui, et le 25, donc c'est le dimanche, à ce moment-là, de 10h à 15h pour la séance de travail. Et puis, vous prévoyez une restitution. Ça veut dire que à l'issue de ces 3 séances de travail, on va pouvoir déjà mesurer la progression de chacun et surtout voir comment on fait corps quand on fait cœur. Exactement. Je pense que c'est important moi, j'aime beaucoup associer au travail qu'on fait un moment où on partage. Pourquoi ? Parce que on extériorise et quand ce que tu disais tout à l'heure, quand c'est dans la tête, c'est tout beau, c'est magnifique. Quand c'est entre nous, c'est génial. Et quand on va le partager, en fait, on voit que c'est une autre dimension. Oui. Parce qu'il y a quelqu'un qui va réceptionner, que ce soit une personne ou 10 personnes, ou 100. Et là, on est dans une autre position. Et je pense que c'est important de partager aussi ce qu'on travaille et ce qu'on explore ensemble. Je note qu'en explorant sa voix avec un X, on trouve sa voix avec un OIE. Et je note également que quand on est dans l'écoute, on est dans le partage. Et quand on est dans le partage, eh bien finalement, il y a des échos de ces vibrations qui se partagent, qui se propagent. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous rappelle donc que la formation ne coûte que 170 € pour les 3 sessions. Oui. Vous avez 4 coachs qui sont performants, qualifiés pour vous aider à franchir des paliers. Vraiment, c'est une occasion exceptionnelle de pouvoir, pendant 3 jours, prendre le train en marche et gagner du temps. Parce qu'en fait, c'est ça, quand on a des techniques, quand on s'entraîne, mais qu'on a les bonnes techniques, on avance beaucoup plus vite. Je vous souhaite de réussir. Je vais vous demander juste de rappeler les numéros de téléphone ou l'adresse mail. Alors, on peut me joindre au 06 94 47 98. Donc, on peut m'envoyer les audios via WhatsApp sans aucun problème. Et puis, ou même me poser des questions, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont parfois un petit peu peur, donc il ne faut pas hésiter à me poser des questions. Et puis, donc, le mail backstage.formation au pluriel @gmail.com. Merci beaucoup. Moi, je suis ravi de savoir que Véronica Nugent trouve naturellement sa place dans ce dispositif, puisque ça correspond tout à fait à ses aspirations. Je vous souhaite bon vent et plein de belles expériences pour l'année 2026. Je parlais de bonnes nouvelles. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et nous, on va s'enrichir de ces bonnes nouvelles continuellement dans Périscope. Edmond Anse-Édouard est à l'initiative de cette masterclass. Véronica Nugent, Lyncia Pivert et Régine Napassion. Et comme je le disais en début d'émission, la masterclass qui allie la voix et les 40 valeurs sûres, eh bien, ça va se dérouler au Cercle des Lumières les 23, 24 et 25 janvier. Merci d'être venu nous en parler. Merci beaucoup, Fly. Et puis, on en fera des échos dans Périscope. J'espère. La restitution, on pourrait très bien imaginer qu'on puisse te donner un extrait de la restitution. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Eh bien, rendez-vous est pris. Et à vous, il n'y a pas de raison que je ne dise pas la même chose. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, prenez soin des autres. Et allez tous vous faire aimer. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Au revoir. Well, c'est Périscope, la passerelle culturelle, le convoi naturel qui se révèle. Well, mi bonne nouvelle, c'est un vent de fraîcheur qui souffle sur nos cœurs. La voix des défricheurs, l'expression des acteurs. Regardez, ça c'est Périscope avec Fly, nous Paris en Hawaï. Zot pouvez virer Périscope avec Fly, la Guyane, ça cabaye. Si t'as les Périscope vini si t'as pas t'as pouvez virer Périscope vend en voile la fraîcheur culturelle présentée par Airwell. C'est un vent de fraîcheur qui souffle sur nos cœurs. L'abondance des couleurs, des nuances en douceur. Regardez, ça c'est Périscope avec Fly, nous Paris en Hawaï. Zot pouvez virer Périscope avec Fly à la bête à capaille.